Bonjour mesdames et messieurs, et voici le quatrième épisode de notre série sur Le Corbusier. Donc aujourd'hui, un morceau important, puisqu'il s'agit, vous le voyez à l'écran, des questions d'urbanisme qui sont quand même des préoccupations centrales, un des axes vraiment de la pensée de Le Corbusier tout au long de sa carrière. Et donc nous abordons là une question centrale, donc, mais évidemment, étant donné l'abondance de la matière, vous imaginez bien que je ne serai pas exhaustif et je me concentrerai sur quelques exemples de, de ce qu'il a laissé comme documentation, et en particulier le projet de ville contemporaine de 3 millions d'habitants qu'il a présenté dès 1922, qui sera un peu au centre de mon analyse. En tout cas, il faut se rendre compte que pour Le Corbusier, donc, il s'agit d'un travail au long cours qui a commencé dès les années 20 et qui ne s'est terminé, on pourrait dire finalement, qu'avec son décès accidentel en 1965. 30 ans de recherche théorique, jalonnés d'écrits très importants qui vont contribuer à sa notoriété et à diffuser sa pensée de par le monde, mais en fait très peu de réalisations concrètes, puisqu'elle se compte sur les doigts de la main et même pas. Hein. Disons que la plus connue, c'est celle qui précisément se situe dans la dernière partie de sa vie, c'est-à-dire l'aménagement et la construction et l'aménagement de la ville de la capitale du Pendjab en Inde, la ville de Chandigarh, dont il dessine les plans au début des années 50 et qui sera peut-être, on peut considérer, son travail d'urbanisme le plus complet finalement. Hein. Voilà. Donc, travail, donc, je disais, qui réflexion théorique et doctrinale même, qui jalonne sa carrière et qui commence donc dès 1922 avec le projet de ville contemporaine de 3 millions d'habitants qu'il expose au Salon d'automne et qui va faire beaucoup de bruit parce qu'évidemment, dans le contexte de l'époque, c'est vraiment extrêmement novateur. Suivi quelques années après, dans le pavillon de l'Esprit Nouveau que je vous ai présenté la semaine dernière, de la présentation d'un plan pour le moins explosif aussi, c'est le plan voisin pour Paris, c'est un projet d'aménagement du centre de Paris qu'il présente donc à l'occasion de l'exposition des arts décoratifs dans l'annexe du pavillon de l'Esprit Nouveau que je vous ai présenté la semaine dernière. Puis, la même année que l'exposition de 1925, il publie un de ses ouvrages théoriques les plus importants, intitulé Urbanisme, dans toute simplicité, vous le voyez à gauche, publié en 1925, et suivi une dizaine d'années après par la publication du fameux ouvrage La ville radieuse, puisque c'est souvent avec cette appellation que les travaux d'urbanisme de Le Corbusier ont été diffusés et ont contribué d'ailleurs. Hein. Je crois que je vous ai parlé à ce manière du génie de Le Corbusier pour des formules chocs ou des formules capables d'attirer l'attention sur lui. Et je crois que le choix de la ville radieuse comme de la cité radieuse a beaucoup contribué à forger l'image de ces propositions urbaines. À noter que, comme vous le voyez ici en mots, c'était sous-titré, ce livre publié en 1935, qui est en fait la reprise de, de propositions et de planches qu'il avait présentées 5 années auparavant à l'occasion du troisième congrès des architectes modernes à Bruxelles. Donc, cette publication est sous-titrée Éléments d'une doctrine d'urbanisme pour l'équipement d'une civilisation machiniste. Voilà donc en toute simplicité, élément d'une doctrine d'urbanisme pour l'équipement d'une civilisation machiniste. Je crois que c'est intéressant de noter les mots qui sont employés. Il s'agit bien d'une doctrine d'urbanisme pour l'équipement d'une civilisation machiniste. On est bien vraiment dans l'ère machiniste, c'est bien ça. Comme on l'a vu pour la question du logement la semaine dernière, on est bien dans l'ère machiniste et c'est bien ça l'impératif qu'il faut absolument affronter
pour véritablement répondre aux besoins des temps nouveaux, avec un esprit nouveau, précisément comme le titre de la revue qui a été publié dans les années 20. Puis, un peu plus tard, Le Corbusier, à la suite d'un long voyage aux États-Unis, à son retour, publie un ouvrage, en 1937, Quand les cathédrales étaient blanches, dans lequel il se livre aussi à une analyse, à la fois de manière générale, des questions d'urbanisme, mais éclairé justement par son voyage aux États-Unis et sa vision qu'il a des villes américaines et de leurs insuffisances. Justement, il critique dans ce livre les insuffisances de la politique urbaine aux États-Unis et donc il se livre à une certaine. Il fait part de certaines réserves par rapport à la manière dont les Américains ont non pas, à ses yeux, résolu la question urbaine du XXe siècle. Sa réflexion se poursuit tout au long des années qui suivent, y compris pendant les années de l'occupation et du gouvernement de Vichy, sur lequel je reviendrai plus tard. Et il publie, vous voyez, en 1946, donc au lendemain de la guerre, mais c'était déjà en gestation dans les années précédentes, un autre ouvrage intéressant qu'il appelle Manière de penser l'urbanisme, où il était, donc finalement, il fait une sorte de synthèse de ces réflexions qui ont précédé pendant les 20 années précédentes. À la même époque également, on peut noter la publication d'un ouvrage qui est moins connu que les autres, mais qui est intéressant à consulter également, où il se livre à une analyse, où il fait plutôt une proposition d'organisation générale du territoire, car les réflexions de Corbusier ne s'arrêtent pas uniquement à la question urbaine, c'est assez central bien entendu, et c'est primordial, mais finalement, il étend sa réflexion à ce que pourrait être l'aménagement général du territoire. J'emploie ici une expression qui fera florès après justement la Seconde Guerre mondiale, l'aménagement du territoire. Dans cet ouvrage-là, il propose donc une façon de concevoir l'organisation générale du territoire, à la fois les espaces urbains, les espaces industriels et les espaces agricoles, ce qui est un peu nouveau et peut-être un peu inattendu pour vous. Peut-être ne savez-vous pas que Le Corbusier s'est intéressé aussi aux questions d'aménagement du territoire rural et des villages français. Donc voilà, il présente ses propositions dans cet ouvrage qui est publié d'abord en 1947 et qui connaîtra une réédition, vous voyez, aux éditions de Minuit en 1950. Et puis surtout, ce que je pense la plupart des gens connaissent de l'œuvre urbanistique, des réflexions, des théories urbanistiques, c'est la fameuse Charte d'Athènes, qui a été donc rédigée en fait à la suite du 4e congrès des Siam en 1933, qui s'est tenu sur un paquebot entre Marseille et Athènes, le paquebot Patrice II. Donc c'est une croisière architecturale au cours de laquelle, pendant plusieurs jours, donc, les participants, avec à leur tête Le Corbusier, qui est un peu le chef de file à ce moment-là, vont analyser un certain nombre de villes et en tirer des conclusions pour leur aménagement futur. Donc, à la suite de ce congrès donc, qui se déroule en Méditerranée, finalement, et qui se conclut à Athènes, comment dire, il y a un voyage aller Marseille-Athènes et un voyage retour Athènes-Marseille. Donc, finalement, Le Corbusier choisit d'appeler les conclusions, la synthèse, les conclusions générales de ce congrès, la charte d'Athènes, ce qui sonne mieux que la charte de Moscou, car il se trouve qu'il était prévu au départ de faire cette rencontre à Moscou, car Moscou était à l'époque, l'URSS était encore vu comme le pays où les théories urbaines étaient parmi les plus avancées, avant, je dirais, la nuit stalinienne. Et donc, il était prévu de faire une réunion, en tout cas, c'était dans l'air, au début des années 30. Et puis finalement, vu la tournure qu'a pris le régime soviétique au tout début des années 30, finalement, le projet a été abandonné et on s'est donc reconverti
converti vers une croisière qui a une autre allure quand même que la charte de Moscou. La charte d'Athènes, ça sonne mieux à nos oreilles, je crois, que ce qu'aurait été la charte de Moscou compte tenu du contexte géopolitique de l'époque. Alors finalement, pendant une dizaine d'années, ces conclusions restent un peu à l'état et finalement, il choisit de les mettre en forme et de les rédiger et de les publier en 1943 en France. Et donc, c'est publié sous le nom de Charte d'Athènes. Et on peut dire que la Charte d'Athènes est devenue la Bible des urbanistes du monde entier. C'est probablement un des textes les plus importants de l'histoire de l'architecture, en général, de toute l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, et particulièrement pour le XXe siècle. Et je dirais pour le meilleur et pour le pire, car évidemment, la Charte d'Athènes a aussi entraîné un certain nombre de problèmes d'aménagement qui se sont manifestés dès les premières décennies des années 50 et 60, lorsque urbanistes et architectes, pouvoirs publics, ont essayé peu ou prou de mettre en application les principes qui étaient avancés par la Charte d'Athènes. Alors, dans cette bon, je vous ai retracé un petit peu le parcours théorique et doctrinal de Corbu. Voyons maintenant, entrons un petit peu dans le vif du sujet. Sa vision, c'est celle d'une ville fonctionnelle. Voilà ce que doit être la ville d'aujourd'hui. Et il distingue donc pour la ville du futur 4 fonctions urbaines primordiales qui doivent structurer l'espace urbain. Ces 4 fonctions urbaines sont bien connues aujourd'hui. Elles sont devenues le b.a.-ba de toute observation urbaine. C'est donc la fonction travail, la fonction logement, la fonction loisir, divertissement, sport, etc. Et surtout la fonction circulation. Donc, 4 fonctions urbaines qui structurent l'espace urbain, c'est-à-dire qu'elles organisent de manière spontanée l'espace urbain. Historiquement, on pourrait dire que toute ville, depuis que la ville existe, comporte plus ou moins ces fonctions. Dans toute ville, y compris dans l'Antiquité, on travaille, on se loge, on circule, quel que soit le moyen de circulation, et dans les moments de loisirs, on se divertit, bien entendu. Mais disons que la ville, de manière générale, en tout cas la ville historique européenne, telle qu'elle s'est développée au cours des siècles précédents, du Moyen Âge jusqu'à l'âge classique, a fabriqué de l'espace urbain plus ou moins différencié, mais globalement dans des villes assez compactes. Et donc, ces fonctions étaient, même si on pouvait les déceler dans l'espace urbain, elles étaient étroitement mêlées et les populations se mélangeaient. À l'origine, il n'y avait guère de différenciation entre des quartiers industriels et des quartiers résidentiels. Les activités étaient mêlées. Pensez par exemple aux artisans de la ville médiévale qui, en général, avaient boutique au rez-de-chaussée et leur logement au-dessus. Et les apprentis vivaient mêlés à la population, à la famille du maître artisan. Donc, il y avait un mélange à la fois sociologique et d'habitat qui fait que les fonctions urbaines n'avaient pas provoqué, en tout cas pas de manière évidente, une structuration différenciée de l'espace urbain. Or, ce qui se produit avec la ville industrielle du XIXe siècle, telle qu'elle se développe spontanément, c'est l'apparition de zones industrielles, je dirais sauvages, c'est-à-dire en fait non planifiées, s'installant au gré des terrains disponibles ou à proximité des sources d'énergie, par exemple, de même que s'accumulent autour, se développent autour des quartiers d'habitation plus ou moins insalubres, souvent d'ailleurs. La circulation devient de plus en plus chaotique
dans une trame urbaine comment dire, des rues qui sont restées telles quelles finalement pendant des siècles et qui n'ont pas bougé et qui voient tout d'un coup à la fois la population augmenter et la circulation également augmenter avec des moyens de transport nouveaux. Donc, la ville de l'âge industriel, telle qu'elle s'est développée spontanément, a entraîné un chaos urbain que dénonce Le Corbusier. Et donc, il propose évidemment de mettre de l'ordre, voilà un maître mot qui apparaît dans ses écrits, de l'ordre. Le souci de mettre de l'ordre dans la ville est tout à fait apparent et constant chez lui dans toutes ses propositions. Donc, ces fonctions, il faut penser à les organiser, à les séparer en zones d'activité distinctes qui vont permettre à la ville de fonctionner effectivement de façon, sinon harmonieuse, en tout cas de façon satisfaisante. Et donc, c'est à ce moment-là qu'apparaît le terme de zonage ou zoning, dans sa formulation anglo-saxonne, de l'espace urbain, qu'il faut donc aménager en suivant des plans d'urbanisme rigoureux qui vont permettre justement d'organiser la ville et de créer donc des zones d'activité distinctes. Et donc, pour le démontrer, je vais essayer de m'atteler maintenant à l'analyse de sa proposition de 1922, son projet de ville contemporaine, 3 millions d'habitants, qui se présente sous forme donc qui est présenté au Salon d'automne d'abord de 1922, sous forme d'un diorama de grande dimension, 100 mètres carrés, 17 mètres de long. Donc, vous voyez, quelque chose d'assez imposant qui va permettre aux visiteurs de visualiser littéralement la proposition qu'il fait d'une ville des temps nouveaux à édifier. Elle se présente donc sous forme d'un diorama, donc un montage photographique, si vous voulez, qui permet de visualiser en 3 dimensions à quoi pourrait ressembler cette ville. C'est accompagné, comme vous le voyez ici au-dessous, de planches et de plans qui permettent au public, qui doit permettre au public de mieux comprendre la logique qui préside à cette proposition. Voici par exemple le plan qui accompagne ce projet de ville. Voilà la ville de 3 millions d'habitants que prévoit Le Corbusier sous forme de ce plan. Alors évidemment, un plan de ce type, c'est un peu un rébus, hein, c'est quand même un peu difficile à déchiffrer pour un public qui n'est pas habitué à la lecture des plans. Et donc, Le Corbusier a accompagné ces plans de planches comme la précédente, comme celle-ci, hein, qui permettent de mieux appréhender les différents aspects de la vie. Alors, je vais donc maintenant, j'ai trouvé sur Internet justement une fiche pédagogique tout à fait intéressante qui permet de mieux comprendre l'organisation de cette ville de 3000 habitants. Remarquez déjà que on est passé à une échelle d'une ville multimillionnaire. Corbu s'intéresse vraiment à la grande métropole telle qu'elle a surgi de l'ère industrielle au XIXe siècle, au début du XXe siècle, et donc il se situe à une échelle qui est celle de la grande ville des temps modernes. Alors, comment se présente cette ville? Voilà, d'abord au cœur, alors vous remarquez qu'elle s'organise selon un plan tout à fait orthogonal, j'y reviendrai, c'est quand même très important, avec en particulier ici, au cœur de la ville, le centre de la ville est occupé par une série de gratte-ciel de forme cruciforme, vous voyez, en forme de croix ici. Alors, dans cette composition, il y en a 24, 6 x 4, qui sont censés être donc, comment dire, accueillir les fonctions de direction. C'est la cité des affaires, comme il l'appelle, cité des affaires. Donc, ils doivent concentrer précisément les fonctions de direction, d'administration générale de la cité et du pays, on pourrait dire, s'il s'agit d'une capitale. En son cœur, ici, là où il y a la lettre A, il y a la gare centrale, où se recoupent tous les moyens de transport, que ce soit
ferroviaire, métro et automobile. Donc, c'est la vision d'une gare multimodale, comme on dirait aujourd'hui, centrale, qui est ici mise en avant. Tout autour de ce centre directionnel, on peut l'appeler comme ça aussi, se situent les quartiers résidentiels qui prennent deux aspects principaux. Soit vous le voyez ici, une première couronne formée par des immeubles qu'il appelle les immeubles à redans, et puis une autre couronne, une autre zone résidentielle constituée des fameux immeubles villas, les immeubles à alvéoles, lotissements fermés, le grand bâtiment que je vous ai présenté la semaine dernière et qu'il avait donc imaginé avec les fameuses cellules d'habitation comme celle qu'il présentera en 1925 sous forme du pavillon de l'Esprit Nouveau. Et puis également ici, j'oubliais, ça c'est le centre civique de la ville. Là où se trouve hôtel de ville, bâtiments publics, théâtre, tous ces lieux où se forge finalement la citoyenneté des habitants de la ville. Alors, vous remarquez justement, hein, là, ici, le zonage. Vous voyez, une zone d'activité, une zone résidentielle, une zone civique, et ici, la cité industrielle, dans la zone industrielle avec entrepôts, ateliers, avec les installations de transport adéquates. Ici, on imagine un canal, les voies ferrées. Donc, la cité industrielle, la partie industrielle, est donc associée à des puissants moyens de transport. Et puis, il y a un grand parc, là peut-être qui prend un peu le modèle de Central Park à New York, un grand parc central, un grand parc à l'anglaise, dit-il, qui est censé donc aérer un petit peu le centre, mais nous verrons que toute cette ville est noyée dans la verdure, dans son esprit, et que c'est une ville verte. Donc, n'imaginez pas une succession infinie de bars et de tours qui seraient comme ça, juxtaposées les unes aux autres. Il s'agit d'une ville qui est largement installée dans l'espace et la verdure. Donc, ici serait censé habiter, d'après les chiffres, projections qui seraient censées travailler 600 à 800 000 personnes et seraient logées ici, dans cette partie centrale, environ également 600 à 800 000 habitants, qui seraient un peu les habitants les plus privilégiés, puisque vivant le plus près des lieux de travail. Car un des grands leitmotifs justement de Corbus, c'est de rapprocher le lieu de travail du lieu de résidence et de supprimer tous les déplacements ou de limiter en tout cas les déplacements inutiles et donc de tout faire pour que les déplacements soient limités à ce qui est strictement utile. Vous remarquerez que dans ce dispositif, la ville s'arrête brusquement. Elle est très compacte finalement. Elle a des dimensions précises et il tient à ce qu'elle soit contenue par une ceinture verte, ici, une ceinture verte, et que les autres habitants, puisqu'on parle d'une ville de 3 millions d'habitants, je vous dis, il y en aurait peut-être 800 000, mettons ici. Donc, où sont les autres 2 millions et quelques qui manquent à l'appel. Ben, ils sont logés au-delà de la ceinture verte, dans des cités nouvelles, qui sont appelées cités-jardins. Il reprend l'appellation de cité-jardin telle qu'elle est diffusée par le modèle britannique au début du XXe siècle, donc disons des cités résidentielles, où seraient logés donc une autre catégorie d'habitants, ceux qui soit se déplacent chaque jour vers le cœur de cette cité ici, soit vers les zones industrielles qui se trouvent ici sur le plan. Donc voilà comment est conçu de manière générale le dispositif d'ensemble de cette ville qui se veut donc une ville fonctionnelle, et vous voyez comment s'opère le zonage, une zone d'activité et de vie différenciée et strictement contrôlée. Voilà donc en gros la vision que Corbusier a de cette ville du futur à imaginer. Et voilà ici, pour mieux visualiser peut-être, une maquette qui a été réalisée plus tard. Celle-ci ne figurait pas
à l'exposition de 1922, ni à celle de 1927. Ce n'est que plus tard qu'à partir des planches, des calques et des plans qu'avait laissé Le Corbusier qu'on a réalisé cette maquette qui rend mieux compte peut-être de l'organisation générale du cœur de la cité. Donc là, on retrouve le cœur où sont censés vivre, disons, 800 000 ou peut-être 1 million de personnes, un tiers de la population totale de la ville de 3 millions. Vous retrouvez donc nos fameux gratte-ciel cruciformes qui ont jusqu'à 60 étages, hein, et qui donc peuvent culminer à 200 mètres de hauteur. Hein, voilà. Vous voyez la gare centrale ici. Vous voyez ici le centre civique avec ses bâtiments publics. Vous voyez les immeubles résidentiels dits à Redon, toute cette zone-là. Et puis voilà les fameux immeubles villas, lotissement, disons, lotissement fermé, avec les immeubles alvéoles que je vous ai décrits la semaine dernière. Voilà donc peut-être une visualisation plus concrète de son projet. Vous remarquez ce que je disais tout à l'heure, à quel point il s'agit d'une ville verte. Alors là aussi, un leitmotiv chez lui, quelque chose de constant. Il faut que précisément réintroduire la verdure, la nature dans la ville, qui pour l'instant n'a fait que la supprimer. Dans la vie de l'ère industrielle, la nature a disparu quasiment. Elle a été grignotée par les constructions de toutes sortes, plus ou moins anarchiques. Et donc, il s'agit de réintroduire la nature, le vivant, en quelque sorte, dans la ville. Voilà une question qui est vraiment aussi d'actualité à ce début du XXIe siècle que nous vivons. Voilà donc cette vision de Corbusier. Et elle est accompagnée évidemment, comme toujours, hein, de planches où il concrétise un peu sa vision, il fait une sorte de gros plan finalement. Voilà à quoi pouvait ressembler à ses yeux le cœur de la cité des affaires, avec, vous voyez, ponctué par ces énormes gratte-ciel cruciformes d'une 60aine d'étages. Voilà la gare centrale, vous voyez, qui est couronnée par un aérodrome, car on est déjà à l'ère de l'aviation commerciale qui commence à se développer. Et donc, dans un futur proche, le Corbu voit très bien que l'aviation va jouer un rôle important dans la circulation des hommes. Alors, ce n'est pas l'aérodrome. L'aérodrome principal est prévu à l'extérieur, évidemment, de la ville, mais il s'agit d'un aérodrome de cœur de ville qui permettrait d'accueillir des engins volants, car on commence à parler à l'époque d'engins volants de type hélicoptère. C'est l'époque où ce type d'avion va être mis au point. Donc, on peut très bien imaginer qu'il y aura des transports aériens entre le grand aéroport situé à l'extérieur de la ville et le cœur de la ville. D'ailleurs, comme vous savez, à une certaine époque en tout cas, on pouvait très bien, enfin, on pouvait déjà, les cadres supérieurs et les dirigeants financiers et économiques se déplaçaient souvent à New York entre un aéroport de la périphérie de New York et le sommet de certains gratte-ciel, comme le fameux immeuble de la Paname, au-dessus de Grand Central Station, qui permettait d'accueillir des hélicoptères qui faisaient la liaison pour ces messieurs entre les aéroports et le cœur de la cité. Donc, cette vision-là n'était pas si éloignée que ça de ce qui se réalisera concrètement dans certaines métropoles du monde moderne. Remarquez également la présence d'une énorme autoroute, ce qu'il appelle lui des autodromes, parfois des autostrades, reprenant l'appellation qui est née en Italie à cette époque-là. Donc, des autodromes ou autoroutes, si vous voulez, de très grande circulation, dont deux se croisent ici, hein, au cœur de la cité. Et en dessous, on imagine donc, vous devez imaginer qu'il y a là au moins 3 niveaux de gares ferroviaires qui sont installés. Un niveau qui concerne la circulation urbaine, proprement dit, c'est-à-dire un métro, puis en dessous, les liaisons avec les banlieues, donc voilà, pas avec les banlieues, avec les cités-jardins de la périphérie, car ils détestent les banlieues. Je veux en dire 2 mots tout à l'heure. Et en dessous, les grandes liaisons ferroviaires avec les autres villes
avec le reste du territoire. Donc, dans la vision de Le Corbusier, il y a une gare centrale qui donc concentre les moyens de transport les plus puissants, qui irriguent à la fois la ville, sa périphérie et le territoire national, disons, tout autour d'elle. Puis vous remarquez qu'ici, dès qu'on sort de ces immeubles, on voit que se développent donc des jardins, des installations qui accueillent en particulier les commerces, les restaurants, les cafés, les terrasses qui donnent sur le paysage. Voilà une vision de ce centre-ville. Et puis vous voyez ici comment il voit l'articulation entre donc, la cité des affaires, que l'on devine dans le lointain, et les nouveaux quartiers résidentiels, en particulier les immeubles à redans, eux-mêmes irrigués par de grandes artères, mais de grandes artères qui sont, comment dire, qui sont espacées de plusieurs centaines de mètres et qui donc laissent un espace urbain extrêmement étendu. Ce n'est pas une concentration de moyens de transport. Donc ici, cité des affaires, cité ensuite immeubles d'habitation, quartiers d'habitation, qui sont donc tout autour, en particulier les immeubles à redans, qui sont des immeubles donc, qui font d'une hauteur en général, ils proposent une hauteur correspondait à peu près à 12 étages, avec 6 niveaux doubles, c'est-à-dire que dans chaque immeuble, il y aurait un double niveau, un peu comme dans la proposition de la cellule d'habitation de l'Esprit Nouveau. Donc, à partir de là, quelles sont les actions à mener concrètement pour arriver à cet état de ville fonctionnelle et plus ou moins harmonieuse que propose Le Corbusier? Les impératifs sont donc les suivants. C'est lui-même qui les décrit dans son ouvrage L'urbanisme, qui donc est publié en 1925. Décongestionner le centre des villes, accroître la densité. Alors ça peut peut-être sembler un peu contradictoire, enfin, il peut sembler y avoir une contradiction dans les termes entre décongestionner et accroître la densité. Je vais essayer de vous expliquer ça. Accroître les moyens de circulation. Vous allez commencer à voir les autoroutes en particulier. Et accroître les surfaces plantées. Donc, aller vers la ville verte. D'où un certain nombre de convictions qui vont donc irriguer la pensée de Le Corbusier au point de devenir, on pourrait dire à certains moments, une véritable obsession. Je me permets de l'écrire, car véritablement, il y a un certain nombre de points qui jalonnent constamment ses écrits, ses déclarations publiques, et Dieu sait qu'il y en a eu pendant toute cette période, ses présentations, avec toujours son esprit pédagogique, mais il y a un certain nombre de points sur lesquels il va revenir constamment et qu'on peut qualifier de véritable obsession corbusienne. La première d'entre elles, c'est alors là aussi une véritable guerre qui mène à la rue traditionnelle. Halte à la rue Corridor. Pour lui, la rue telle que la ville en a hérité à ce début du XXe siècle, est une rue qui concentre un nombre de mots, où le piéton est livré au chaos urbain, puisque les rues sont restées dans leur dimension, en général, sont restées dans leur dimension passée, celle héritée de l'âge classique. Seuls certains quartiers ont été aménagés en fonction des nouveaux moyens de transport, depuis l'époque haussmannienne en particulier, mais de manière générale, il souligne le fait que nous héritons, à ce début du XXe siècle, d'une trame vière, comme on dit, une trame de voie urbaine qui est vraiment complètement obsolète et qui ne répond plus du tout aux besoins de la ville moderne. C'est une ville où règne le chaos, où le piéton est constamment en danger, assailli par le bruit et le danger que constituent les véhicules qui désormais circulent. La voiture, nous sommes des années 20, la voiture est présente dans toutes les villes, et en particulier à Paris. Donc, ces rues sont devenues un véritable danger pour le piéton. Elles sont source de pollution, de bruit. Les immeubles qui les bordent ont gardé leur position en bordure de parcelles, et donc ils sont soumis à tous ces maux-là, le bruit, la pollution, et donc il s'agit de lutter contre ces rues qu'il appelle des rues corridors. Voilà, vous voyez ici un peu des coquilles, voici l'ennemi, vous voyez
dans ces rues corridors, comme ici, le ciel est à peine visible. Et c'est justement une des critiques qu'il développe quand les cathédrales étaient blanches en 1937 contre les rues new-yorkaises, où les immeubles et gratte-ciel ont poussé dans les mêmes parcelles qui sont celles qu'on a dessinées au XIXe siècle et qui donc masquent le ciel de manière générale et donc empêchent la lumière et le soleil de pénétrer et de bénéficier aux immeubles qui bordent ces rues. Donc, vous voyez, quelle que soit la trame urbaine héritée du passé, qu'elle soit plus ou moins à l'américaine, comme ici, à la vieille, comme il dit ici, c'est-à-dire la ville médiévale plus ou moins modifiée au cours des siècles qui ont suivi, ou bien les aménagements de l'ère classique avec les places ou les squares du XVIIIe, XIXe siècle, autant d'illusions, et comme ici par exemple, on pourrait dire la place de l'Étoile par exemple, ou bien ici la place Vendôme à Paris, qui a cette forme. Voilà, tout ça, ce sont des illusions, il faut tuer la rigueur. Donc, le sens de la formule de Corbu, hein, il n'hésite pas à employer des formules choc, il s'agit de frapper l'opinion et de convaincre architectes, urbanistes, édiles, pouvoirs publics du bien fondé de cette théorie. Donc, il propose de substituer à cette rue corridor condamnable, justement, un nouvel aménagement, comme celui que je vous ai présenté dans la planche précédente, où on voit que grâce au système des redans, on voit désormais que la lumière, le ciel est présent et bénéficie à tout le monde dans un espace complètement transformé. Et il continue ses démonstrations. Je vous ai ici réuni plusieurs croquis qui se trouvent dans divers ouvrages, en particulier dans Manière de penser l'urbanisme. Ceci se trouve dans Manière de penser l'urbanisme en particulier, de même que cette planche. Ces deux planches-là se trouvent dans Manière de penser l'urbanisme. Alors voilà, voilà comment il explique justement ici comment la trame des villes anciennes. Ceci est dessiné à la même échelle. Il montre comment, ici dans la ville européenne, disons classique, la trame urbaine formée par les rues et les îlots construits, sont donc, comme je l'ai dit précédemment, complètement dépassés, inadaptés aux conditions de vie, de travail, de circulation de la ville moderne. La ville américaine ici, c'est le système des blocs, comme à New York par exemple, vous voyez, il montre que finalement, ces blocs se contentent d'occuper les parcelles qui ont été définies à une autre époque, au XIXe siècle, lorsqu'on a fait le tracé général des rues de Manhattan, par exemple, et qu'on s'est contenté de construire en utilisant au maximum ces parcelles, sans retrait, et que finalement, on aboutit finalement, à un contresens urbain, puisque ces immeubles ne bénéficient pas de la lumière et du soleil auxquels ils ont droit. Ici, il prend l'exemple des quadras, c'est-à-dire les îlots bâtis de la ville de Buenos Aires. Il a fait un grand voyage en Amérique du Sud dans les années en 1929, et puis plus tard aussi. Et il a pris connaissance des problèmes urbains des villes d'Amérique latine. Et puis, il oppose à ces trames urbaines héritées du passé et à ses yeux obsolètes la nouvelle trame qu'il propose avec les immeubles à redans. Voilà les immeubles à redans, voilà ce qu'on appelle les redans. Et ces immeubles, donc, sont censés occuper au maximum 12% de l'espace de la ville. Ce qui veut dire que 88% est libéré. Alors que ici, dans ces trames urbaines, c'est l'inverse. Hein. Quasiment tout l'espace urbain est occupé par du bâti, il n'y a pas d'espace libéré, et donc il veut rompre avec ces systèmes passés et introduire espace et nature, lumière et soleil dans la ville des temps nouveaux. Il prend l'exemple de comment on peut transformer un îlot urbain. L'îlot urbain traditionnel, c'est celui-ci. C'est celui qui, donc, est constitué, disons, de manière spontanée au cours des siècles
précédents, notamment à l'ère médiévale, dans le plus grand désordre, comme vous le voyez ici, et qu'on a donc avec comment dire, des constructions extrêmement denses, très peu aérées, avec des maisons en général insalubres, qu'on a donc ensuite transformées, et en particulier à l'époque haussmannienne, au XIXe siècle, à Paris en particulier, et en France en général. La politique haussmannienne, ça n'est pas uniquement percer des grands axes, dégager des grands axes, ce qui est la chose la plus connue, à travers les quartiers anciens pour créer des voies nouvelles fonctionnelles, précisément, adaptées à la circulation moderne du XIXe siècle. C'est aussi un remembrement général de la ville, et la constitution d'îlots, ce qu'on appellera précisément l'îlot haussmannien, avec un remembrement des parcelles. Ici, vous voyez, on prend les parcelles primitives et on les remembre pour faire un îlot, un demi-îlot, par exemple, qui peut adopter des formes tout à fait différentes, peut être rectangulaire, carré, triangulaire, etc., selon l'héritage du parcellaire antérieur. Mais en tout cas, il y a un effort de rationalisation, en quelque sorte. Mais dans ce système du XIXe siècle, on voit que finalement, l'îlot ancien a été conservé dans sa forme et que les immeubles restent toujours en périphérie de l'îlot et en bordure de rue. Donc, la rue Corridor, elle subsiste. Là, comme ici, la rue Corridor est toujours présente et est toujours bordée d'immeubles qui, certes, sont de meilleure qualité que les immeubles précédents, mais qui restent quand même collés à la rue et qui ne laissent à l'intérieur que des cours fermés qui sont plus ou moins bien éclairés. Et en tout cas, ce qu'il note dans les observations qu'il fait autour de ces îlots urbains, c'est que de manière très arbitraire, selon l'endroit où on se trouve, on bénéficie ou pas d'un bon ensoleillement, d'un bon éclairement, d'une bonne aération. Et donc, il y a des immeubles qui sont bien exposés, mais souvent ils sont minoritaires par rapport à ceux qui sont mal exposés. Et en tout cas, les cours sont fermés et sont donc, finalement, elles ne participent pas de l'organisation de l'espace urbain en général. Et il propose donc de faire éclater ces îlots et de remplacer ces îlots par des immeubles, vous voyez, à redans, qui, eux, vont justement n'occuper qu'une partie limitée de l'espace et libérer une grande partie de l'espace urbain qui va constituer donc soit des jardins, soit ce qu'il appellera plus tard les prolongements du logis, c'est-à-dire les équipements qu'il souhaite offrir aux habitants des villes, c'est-à-dire installations sportives et autres. Voilà. Donc, voilà comment Le Corbusier, vous voyez ici, toujours dans ses efforts pédagogiques, s'attelle à présenter très concrètement, à partir de maquettes, l'intérêt et les avantages de ce dispositif d'immeubles résidentiels à redans qu'on voit très bien ici. Vous voyez comment ces immeubles sont conçus pour être exposés au maximum au soleil et à la lumière et en même temps dégagent l'espace au sol, de même qu'ils sont construits souvent ils proposent de les construire en tout cas sur pilotis, ce qui permet, conformément à sa vision de l'espace urbain, de permettre aux piétons de circuler, y compris sous les immeubles, et donc de rencontrer aucun obstacle. Pour le piéton, le territoire est 100% disponible. Voilà une planche également tirée de son ouvrage La ville radieuse, publié en 1935, où il explicite encore plus ce concept d'immeuble à redans. Vous voyez, voilà les immeubles. Voilà un ici. Donc, vous voyez comment ils sont réduits finalement. Ce sont des immeubles, on pourrait dire, lamelliformes, minces, qui permettent d'aménager des appartements traversants qui bénéficient de deux façades et donc d'avoir un maximum d'ensoleillement et d'éclairage naturel. Ça dégage donc, à ses yeux, c'est 12%, dégage 88% d'espace disponible pour toutes sortes de choses, soit des parcs, comme ici, vous voyez, des parcs paysagers, donc la nature rentre
jusqu'au pied des immeubles, et puis des installations diverses, en particulier des installations sportives auxquelles il tient beaucoup, car Le Corbusier est un hygiéniste. Il fait partie de ce courant très puissant qui est né au XIXe siècle et qui préconise donc une politique de santé publique, comme on dirait aujourd'hui, appuyée notamment sur des installations sportives qui permettraient à la jeunesse, à la population en général, mais à la jeunesse en particulier, de se développer dans de bonnes conditions et de fournir donc et de diminuer les maladies que génère l'insalubrité générale des quartiers pauvres des villes de ce temps, notamment la tuberculose, qui est un des grands fléaux de ce début du XXe siècle. Donc ici, les stades sportifs, vous voyez comment la circulation est conçue. Voilà une voie qui permet d'approcher ces ensembles résidentiels, avec se détache ici, vous voyez, une branche qui permet aux automobiles de venir se garer au pied des immeubles. Alors, les immeubles, vous voyez, n'ont que des entrées, il n'y a pas multiplication des entrées, il n'y a pas des cages d'escalier tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, il y a une entrée principale, comme il le proposait dans les immeubles villas dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui permettrait donc à tous les habitants de bénéficier également de services fournis dès l'accueil d'un immeuble. Vous remarquez également que l'utilisation des toits-terrasses, voilà un des usages des toits-terrasses qui va préconiser. Au lieu d'avoir des combles inutiles, et ça c'est aussi une guerre qui mène depuis longtemps, rappelez-vous ce que je vous ai montré avec la Villa Samois, avec les terrasses jardins, les toits-terrasses, autant d'espaces qui peuvent bénéficier aux habitants et où l'on peut concevoir tout un tas d'activités, à la fois de loisirs, des activités sociales, des clubs de rencontres, des foyers, etc. Donc on peut imaginer en haut des immeubles, en pleine lumière, en plein soleil, en plein air, tout un tas d'activités. C'est ce qu'il fera après la guerre avec la fameuse cité radieuse de Marseille, où tout un tas de choses dont l'école maternelle est située sur la terrasse supérieure de l'immeuble. Voilà. Troisième point important, il s'agit de mettre la ville en ordre. Et donc, lui-même propose, vous voyez ici dans le dessin, une planche, il résume en quelque sorte la mise en ordre orthogonale de la ville. On pourrait parler du poème de l'angle droit. Ici, donc, il s'agit de mettre en ordre la ville. Et vous remarquez qu'il prend finalement comme modèle le vieux modèle romain articulé autour de deux axes qui se recoupent à angle droit, le fameux cardo et le decumanus, qui étaient orientés la ville romaine selon des points cardinaux, avec une vision un peu cosmologique, on pourrait dire, cosmique de la ville, des liens de la ville et du cosmos, mais qui le reprend et qui permet de fixer donc une trame orthogonale et hiérarchisée. Vous voyez qu'il y a une hiérarchisation des voies, on le voit très bien par le tracé, de manière à ce que ici soit assurée la circulation générale de l'automobile et que progressivement elle se différencie en différentes voies hiérarchisées qui ont des fonctions différentes. Je vous ai remis ici le plan pour que vous voyez qu'il y a bien un cardo et un decumanus autoroutier, cette fois on est au XXe siècle, donc un cardo et un decumanus adapté à l'ère de l'automobile qui va donc irriguer la cité. Cette mise en ordre orthogonale est donc, comment dire, elle s'appuie sur un concept fondamental, c'est qu'il s'agit de séparer de façon stricte la circulation automobile et celle du piéton. Ça va être une constante dans toutes ces propositions de plan urbain, c'est que donc la ville doit désormais être organisée selon une logique tout à fait différente. La rue Corridor est un danger pour le piéton. Il s'agit donc de protéger le piéton, de lui proposer des cheminements, des circulations adaptées
à sa vitesse, qui ne dépasse guère en gros 4 km/h, alors que l'automobile, elle, est censée circuler à grande vitesse à 100 km/h. Donc, la séparation de circulation, d'abord conçue comme un moyen de séparer des moyens de transport et de déplacement qui n'ont rien à faire les uns avec les autres et qui sont hiérarchisés d'abord par la vitesse qui les anime. Donc, il y a les grands axes de circulation qui permettent de circuler à des vitesses élevées, de traverser à grande vitesse l'espace urbain pour se déplacer entre une zone d'activité et une autre, par exemple, donc de raccourcir les temps de transport. Par contre, donc, ensuite, cette circulation automobile va être différenciée selon les secteurs, voilà le mot qu'il emploie, les secteurs de la cité où leur fonction est différente. Donc voilà quelques croquis toujours tirés de l'ouvrage l'ouvrage Manière de penser l'urbanisme, publié donc au lendemain de la guerre en 1946, mais dont les prémices se trouvent dans les années 40. Vous voyez ici en particulier comment la circulation automobile se différencie et par le jeu d'échangeurs vient ici. Les automobiles sont censés se garer ici dans ce qu'on appelle ce parking avec l'entrée principale de l'immeuble, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et de proche en proche, il va élaborer une théorie, la théorie des 7 V, des 7 voies, qui va être finalisée au cours des années 50 et qui va s'appliquer dans sa principale réalisation, qui est donc la ville de Chandigarh, en Inde, où il va donc appliquer systématiquement cette règle des 7 V. Il définit 7 types de voies, vous voyez que c'est quand même très, très hiérarchisé, que je vous ai reproduite ici. Vous voyez, donc la V1, cette grande croisée qu'on a vue dans le plan précédent, ce sont les routes nationales ou de province traversant les pays et les continents. Donc, vous voyez, il y a quand même une vision là, un peu curieuse d'ailleurs. Il fait se croiser au cœur de la ville des routes nationales qui traversent le pays et dont on considérerait aujourd'hui qu'elles n'ont rien à faire avec le centre des villes. Au contraire, on les fait contourner les villes. Mais lui, il les fait se croiser au cœur des villes. Voilà également un point qui pourrait être considéré comme très, très discutable avec notre point de vue d'aujourd'hui. Mais il est dans une autre vision de la ville, la ville machine. Il faut donc il est véritablement obsédé par l'automobile. C'est assez curieux d'ailleurs de remarquer que chez Le Corbusier, l'automobile doit devenir vraiment le moyen de déplacement principal, en tout cas en surface. Évidemment, il y a les chemins de fer en souterrain, les métros, les chemins de fer de banlieue, mais en surface, donc, il est vraiment persuadé que l'automobile doit pénétrer chaque partie de l'espace urbain, ce qui aujourd'hui est fortement contesté, précisément, dans les visions urbaines d'aujourd'hui et la manière de concevoir la circulation dans les grandes métropoles actuellement. Donc, vous voyez, il y a ici toute une hiérarchie de voies qui vont jusque à la voie piétonne, oui, la V7, et la voie alimentée tout au long de la zone verte, où sont les écoles et les sports, celles qui sont en particulier utilisées, sorte de sentiers, de petits cheminements qu'on peut vider ici, oui, V6, V7, et des cheminements à l'intérieur de ces secteurs où sont censés circuler les piétons à l'abri de la circulation automobile. C'est le chemin des économies. Et voilà, par exemple, sur le plan de Chandigarh, donc, à quoi pourrait ressembler le schéma de circulation générale de la ville. Vous voyez, il applique là les théories qu'il a développées au cours des décennies précédentes et où il trouve, pour une fois, l'occasion de les réaliser. Avec, on retrouve l'axe central, ici, 2 axes centraux, et puis la différenciation de la circulation dans les différents secteurs. Voilà ce qu'il appelle les secteurs. Et vous voyez que chaque secteur a une coulée verte avec des cheminements particuliers qui permettent donc aux piétons, aux vélos, de circuler à l'abri de la circulation automobile générale. Autre point important, c'est son hostilité à la banlieue. La banlieue telle qu'elle a proliféré autour de Paris en particulier,
est devenu, bon, à ses yeux, c'est quelque chose d'horrible, c'est une véritable maladie, une sorte de cancer qui a métastasé autour des villes et qui donc a produit des quartiers absolument non urbains à ses yeux, c'est-à-dire une accumulation, il exagère un petit peu parfois, mais c'est pas loin de la vérité, des accumulations de lotissements qui n'ont inorganisés, où chaque commune a laissé promoteurs immobiliers et particuliers construire de manière désordonnée, sans plan, en général sans plan, et en tout cas qui génère beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. Donc, à ses yeux, la banlieue doit, telle qu'elle a été produite jusqu'à ce jour, doit disparaître, y compris même les cités-jardins que l'on construit ici ou là dans les années 20 et qui, à ses yeux, sont des aménagements qui dévorent l'espace. En fait. Et lui, donc, précisément, c'est là que j'en reviens à cette idée de comment concentrer la ville, comment la décongestionner et concentrer la population. J'avais dit au départ que ça paraissait un peu paradoxal. Et la solution, c'est évidemment la construction en hauteur, et en particulier en utilisant le système des unités d'habitation, où bon, on a vu les immeubles à redans, mais aussi des systèmes des unités d'habitation qui permettent, à ses yeux, d'économiser l'espace. Et il le pose ici, vous voyez, ce croquis, il le fait en 1950, par là, lorsqu'il y a le projet de construction d'une deuxième cité radieuse dans la banlieue de Nantes, à Rezé, et où donc il oppose pour précisément justifier la construction d'une cité radieuse, une unité d'habitation, voilà comment il faut l'appeler, de 1400 habitants, ici, il oppose l'espace occupé par un lotissement traditionnel composé de maisons individuelles, chacune sur sa parcelle, irriguée par des rues, ici, bon, hein, qui définissent des lots à l'intérieur de ce quartier. Donc, il dit, voilà, 1400 habitants dans des maisons familiales occupent 3,5 km de rues, d'installations diverses, de réseaux qu'il faut construire pour alimenter chacune des maisons. C'est bien un problème de banlieue et de quartiers périphériques tels que nous les percevons aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a un siècle, déjà, enfin, il y a moins d'un siècle, là, déjà dès les années 20, Corbu comprenait bien en quoi la multiplication de ces lotissements allait vers une impasse générale et un étalement urbain qui poserait de gros problèmes à l'avenir. Donc, il propose de ramasser la ville, de la reconcentrer en privilégiant plutôt donc, des unités d'habitation collectives qui, à la même échelle, vous voyez, occupent très peu d'espace. Les deux croquis sont conçus à la même échelle. Avec, il exagère un petit peu, mais c'est vrai fondamentalement que cette unité d'habitation qui peut loger 1400 habitants va occuper un espace très réduit et dégager autant d'espace pour d'autres activités. Donc, voilà une des constantes également chez lui, l'économie d'espace, la concentration de la population dans des unités d'habitation ou des formes d'habitat susceptibles de dégager l'espace et de faire pénétrer la nature dans la ville. Et c'est ce qu'il appelle la ville verte. C'est même emploie cette expression. Et dès 1922, dès la proposition qu'il fait en 1922 au Salon d'automne, à travers ces planches, il montre comment la nature reprend ses droits dans cet espace urbain dont elle a été chassée par l'explosion urbaine du 19e et du début du 20e. Voilà une vue justement à partir d'une terrasse de restaurant ou de café sur les espaces verdoyants qui viennent baigner comme une véritable mer verte les immeubles cruciformes du cœur de la cité des affaires. Thématique qu'il reprend constamment, notamment dans cette réédition de la ville radieuse, vous voyez, où soleil, espace et verdure sont au cœur de ces propositions. Et voilà en particulier dans la ville radieuse de 1935, une planche dans laquelle, vous voyez, grâce à
il a rehaussé à l'aquarelle ou à la gouache les parties vertes de la ville radieuse. Et donc, le plan a changé un petit peu. La cité des affaires n'est plus au cœur, comme elle était dans le premier plan de 1922. Il en fait un quartier détaché des quartiers résidentiels et du centre civique qui se trouve ici. La gare centrale également n'est plus au milieu des immeubles, mais elle se trouve déportée également sur le côté, à mi-chemin entre la cité des affaires et la cité résidentielle qui est ici, et les bâtiments publics qui sont là. Bon, le schéma général a changé, c'est-à-dire au cours des années, Le Corbusier travaille autour de cette thématique, et donc il fait des propositions de plans qui sont toujours des efforts de réflexion théorique qui peuvent être différenciés selon les moments. Voilà la zone industrielle, je sens, mais on retrouve toujours cette vision fonctionnaliste et de zonage de la ville. Mais il a souligné en vert la présence de la verdure. Et vous voyez que cette ville est réellement noyée dans la verdure, que ce soit dans les quartiers d'habitation, que ce soit autour des immeubles de la Cité des Affaires, et même au pied même de ces immeubles. Donc, c'est un souci constant que celui de faire pénétrer donc la verdure dans la ville. Et voilà encore des croquis qui montrent justement comment les unités d'habitation, telles que celles de Nantes ou celles de Marseille, permettent justement de dégager complètement l'espace et de permettre donc aux habitants de bénéficier de ce qu'il appelle, lui, les prolongements du logis, que ce soit des parcs, des espaces de promenade ou des installations de loisirs et sportives qu'il veut multiplier autour des unités d'habitation effectivement comme des prolongements au quotidien des activités des hommes. Voilà encore toujours des croquis qu'il multiplie tout au long de ses publications, toujours dans l'ouvrage Manière de penser l'urbanisme. Un pacte, ça c'est lui qui écrit, le pacte est signé avec la nature, les joies essentielles sont entrées en logis. La conception même du logis, avec en particulier le séjour à double hauteur ouvert largement sur l'espace extérieur, est un moyen de faire bénéficier la population des bienfaits de la nature. Voilà également un croquis où il montre comment une unité d'habitation peut bénéficier à la fois du soleil, de l'espace, c'est-à-dire de la vue sur le paysage, qui peut être le paysage du parc ici, mais aussi le paysage de la mer ou de la montagne, selon le lieu où se trouve la ville. Et vous voyez le sport au pied des maisons, donc ce souci constant de donner à la population des installations qui lui permettent de se régénérer et de prospérer finalement. Et puis on en arrive ainsi à cette fameuse conception de la normalisation des dimensions des bâtiments et de la ville, car progressivement va s'installer l'idée qu'il faut que les dimensions de l'espace habité par les hommes correspondent à quelque chose qui est de l'ordre du vécu, du corps. C'est le corps qui doit être la mesure de toute chose. Et c'est ainsi qu'il va élaborer le concept de modulor, qui apparaît dans son travail plutôt au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40, et qui va être constamment présent dans les réalisations des années 50 et 60. Mais donc, c'est l'idée également de normaliser les dimensions, ça c'est vraiment important, et que donc, soit les espaces intérieurs, les pièces des appartements, soit les dimensions même des édifices eux-mêmes, doivent obéir à des règles comme ça, d'harmonie universelle, en quelque sorte, dictées par des dimensions types qui sont censées être celles de l'être humain en général. Donc, il y a un souci de normalisation, qui ce sera d'ailleurs une des choses qu'on va reprocher à Le Corbusier, j'y reviendrai plus tard, dans les critiques qu'on fera
surtout dans les années 50 et 60 à Le Corbusier, il y aura précisément cette vision d'un homme normalisé, quelque peu, n'hésitons pas à employer le mot, quelque peu totalitaire parfois. Voilà quelque chose qui sera l'objet, en tout cas, de débats et de fortes critiques de la part de beaucoup d'architectes et d'usagers, finalement, d'observateurs de l'urbanisme à propos des propositions de Corbusier. En tout cas, voilà vers quoi débouche également cette réflexion de Corbusier, qui appellera ces unités d'habitation des unités d'habitation de grandeur conforme. Hein, une formule un peu alambiquée, que veut-il dire? Unité d'habitation de grandeur conforme. Alors, il emploie parfois le mot grandeur conforme ou grandeur efficace. Alors, on peut comprendre donc la grandeur conforme à deux niveaux au moins. Grandeur conforme pour les dimensions intérieures des pièces qui doivent obéir, vous voyez, à ces règles-là. Le corps humain se présente sous forme, peut être schématisé sous cette forme-là, avec le bras levé. Il part d'un homme qui fait 1,83 m, ce qui est assez haut, surtout à l'époque. Et donc, avec le bras étendu vers le haut, on arrive à 2,26 m. Voilà la dimension, une dimension conforme. Les appartements doivent avoir des hauteurs sous plafond conformes à cette dimension. On peut comprendre, donc conforme par ce biais-là, mais également de grandeur efficace, c'est-à-dire que des unités d'habitation doivent contenir suffisamment d'habitants pour arriver à une certaine efficacité sociale. En dessous d'un certain chiffre de population, une unité d'habitation ne peut pas offrir des services collectifs de qualité et efficients. Donc voilà une des conclusions sur lesquelles débouche le Corbusier. Et puis donc, on va arriver à ce fameux point important, l'idéologie de la tabula rasa, de la table rase. Car évidemment, aménager les villes concrètes, si on sort du schéma théorique qu'on a jusqu'à présent et qu'on veut appliquer ces théories, cette véritable doctrine urbanistique à la ville concrète telle qu'elle existe à ce moment-là, il est évident qu'il va falloir donc s'attaquer à des espaces urbains concrets tels qu'ils existent. Et alors, en 1925, dans le pavillon qu'on a vu déjà précédemment à plusieurs reprises, il propose donc un plan pour aménager le cœur de Paris qui porte le nom de plan voisin. Pourquoi le plan voisin? Parce que c'est un industriel voisin, industriel de l'automobile d'ailleurs, anciennement de l'aéronautique, qui lui finance en partie cette annexe du pavillon de l'Esprit Nouveau. C'est là qu'il expose donc ce fameux plan voisin. Et j'ai choisi cette photo pour illustrer cette partie parce qu'on a vraiment là, de façon symbolique, la main de l'architecte qui va s'attaquer à l'espace urbain. C'est vraiment un peu l'architecte démiurge qui va intervenir dans l'espace urbain et lui donner, le modeler selon ses voeux. Alors ce plan voisin, vous allez sans doute sursauter, voici à quoi il pouvait ressembler. Voici ce qu'il présente en 1925 pour aménager le cœur de Paris. Alors, il reprend donc les immeubles d'affaires cruciformes et vous voyez, ils appliquent au Paris concret de 1925. Voici l'île de la Cité, voici la Seine, voici la rive gauche ici, nous sommes sur la rive droite. Donc, il s'attaque carrément au cœur historique de Paris, le cœur qui se trouve entre la rue de Rivoli, qui se trouve ici, et la gare du Nord et la gare de l'Est qui se trouvent par là. Donc, vous voyez, on est vraiment au cœur de la capitale. C'est vrai qu'il se propose finalement, il propose ni plus ni moins que de raser carrément le cœur de Paris pour faire place à une cité des affaires telle qu'il l'a préconisée. Et voilà la même maquette, en quelque sorte, vue sous un autre angle. Vous voyez la Seine, île de la Cité, l'île Saint-Louis, et voici donc des quartiers avec, vous voyez, la trame, on pourrait dire, haussmannienne, héritée du XIXe siècle. Et puis voilà, il propose donc de raser toutes ces parties de Paris, ni plus ni moins, et d'installer à la place donc une série de gratte-ciel d'affaires qui seraient concentrés
bon, disons, des sièges des grandes compagnies, des banques et tout ce qui va avec. Donc, un quartier des affaires puissant, ce qui serait finalement la défense d'aujourd'hui, hein, le quartier de la défense d'aujourd'hui, mais situé au cœur de Paris. Voilà. Et donc, il propose, voyez sur le plan, voilà, ici donc, pour vous donner une idée, le Louvre, voilà le Louvre, la rue de Rivoli, les Champs-Élysées, la place de l'Étoile, le rond-point des Champs-Élysées, le Grand Palais et le Petit Palais, oui, pour vous situer les choses. Donc voilà ce qu'il propose. Il propose donc de raser carrément le cœur de Paris, voilà la gare du Nord. La gare de l'Est se trouve ici. Voici la place de la Bastille, ne me trompe pas, et la place de la République. Donc, voilà le nouveau Paris vu par Corbu, de la rue de Rivoli et de la rue Saint-Antoine, ici, qui mène à la place de la Bastille, vers la gare de l'Est et la gare du Nord. Avec, en retour, vous voyez, cette obsession du cardo et des cumanus, qui en plus pour Paris n'est pas faux, hein, parce qu'il y a une trame urbaine héritée de l'époque romaine qui se trouve là, mais à une autre échelle évidemment. Disons que cet axe-là, ça correspondait un peu au boulevard de Sébastopol, hein, ici. Mais il propose donc un grand axe autoroutier, vous voyez, là, qui traverserait donc la capitale, de part en part, d'est en ouest, en parallèle à l'axe historique, Rivoli, Concorde, Champs-Élysées. Voilà. Néanmoins, il se propose de garder quand même quelques traces du passé. Le patrimoine architectural n'est pas totalement, n'est pas totalement abandonné, enfin détruit, mais on va conserver des témoignages des meilleures architectures du passé, depuis l'architecture médiévale jusqu'à l'architecture classique du XVIIe et du XVIIIe siècle, comme par exemple le Louvre, évidemment, ici. Alors, c'est assez, j'y passe comme ça en passant, c'est assez, comment dire, cocasse de constater que c'est précisément cette cour du Louvre, ici, qui est ici, la cour carrée du Louvre, qu'en 1965 sera prononcé son éloge funèbre. Malraux prononcera ce fameux éloge funèbre au lendemain de sa mort accidentelle d'août 1965. Et donc, voilà, les paradoxes de la vie de Corbu. Voilà, donc ici, ça c'est l'hôtel de ville, je crois, voilà, pour situer les choses. Et un deuxième quartier ici, qui serait le quartier, ici, pardon, voilà, encore une série de gratte-ciel cruciforme qui serait à ses yeux plutôt une partie gouvernementale. Donc ici, il y aurait la cité des affaires, ici la cité gouvernementale, et entre les deux, des quartiers résidentiels, conformes à ce qu'il a proposé, des immeubles à redans ou ce type d'immeuble. Voilà un autre plan, vous voyez, qui permet de mieux visualiser donc, le quartier des affaires ici, le quartier gouvernemental ici, et les immeubles résidentiels entre les deux. Voilà une proposition pour le moins iconoclaste de Corbu en 1925. Vous imaginez bien l'écho qu'a eu cette proposition et le scandale que ça a provoqué. Alors, pendant longtemps, on a pu se demander si c'était effectivement d'abord une provocation, et avant tout une provocation qui n'avait d'autre vocation que de provoquer précisément, et à partir de là, de faire avancer une réflexion sur ce que pourrait être la ville du futur. Mais finalement, quand on lit attentivement tous les écrits de Le Corbusier, ou une partie en tout cas des écrits, comme je l'ai fait moi-même, on se rend compte que finalement, c'est articulé sur des convictions très profondes et que ça ne chagrinait pas de démolir ces quartiers qui étaient réputés insalubres et qui, précisément, à ses yeux, devaient disparaître parce que, précisément, c'était des foyers infectieux et dans sa vision hygiéniste de la ville, ces quartiers infectés, enfin, ces foyers d'infection devaient disparaître pour faire place à une ville, donc une ville verte, une ville baignée par la lumière, le soleil et les bienfaits du grand air. Donc, finalement, au-delà de l'effet de provocation, qui est probablement aussi dans l'esprit de Corbu à ce moment-là, il y a quand même, c'est articulé sur des convictions profondes
et qui ne le quitteront pas jusqu'à la fin de sa vie. Donc, voilà, c'est quand même assez étonnant hein, de penser qu'on pouvait comme ça raser le cœur de Paris, le cœur d'une métropole historique de Paris, pour faire place à des quartiers entièrement nus. Et ça avait commencé d'ailleurs de son temps, parce que précisément, parmi les quartiers les plus insalubres de Paris, figuraient en particulier les quartiers du Marais. Ces quartiers qui, au cours du temps, étaient devenus des quartiers d'artisans, où s'entassait une population dans des conditions souvent effectivement très mauvaises. Et il avait été donc avait été découpé, identifié au sein de ces quartiers anciens de Paris, des zones insalubres, des îlots, voilà comment il appelait, des îlots insalubres, qui convenait de démolir et de remplacer par des habitations salubres. Et on avait commencé à le faire. Et sachez que un des premiers îlots qui a été comme ça rasé, un îlot qui était bordé par la rue Beaubourg d'un côté et la rue Quincampoix de l'autre, à 2 pas du boulevard de Sébastopol. Donc, dès les années 20, on a rasé un îlot et il était prévu de le reconstruire. Mais vous connaissez la lenteur administrative française et les différents bâtons dans les roues qu'on peut opposer à différents projets d'aménagement. De facto, le temps a passé, des décennies se sont écoulées, et on arrive comme ça jusqu'au début des années 70, où cet îlot insalubre, dit îlot Beaubourg, parce que bordé par la rue Beaubourg, est resté en l'état et est devenu un parking sauvage, en quelque sorte, au cœur de Paris. Et c'est précisément, l'anecdote dit que le président Georges Pompidou, circulant dans ce quartier un beau jour et avisant cet espace mal utilisé au cœur de Paris, eut l'idée d'y construire le fameux musée d'art moderne qu'il prévoyait, qu'il souhaitait construire de son vivant. Et donc, c'est là l'origine, en tout cas l'origine de l'implantation du fameux centre Pompidou de Beaubourg. C'est une zone, c'était à l'origine un îlot insalubre qu'on avait commencé à raser, et puis on se proposait de proche en proche de raser les différents îlots qui constituent le Marais d'aujourd'hui. Vous voyez que l'idée de raser ce quartier était quand même dans l'air, et quand on mesure aujourd'hui, après la construction évidemment du musée d'art moderne Georges Pompidou au cours des années 70, ce qu'est devenu le Marais entre Beaubourg et la place des Vosges, évidemment, vous imaginez ce que la perte irrémédiable qu'aurait été la démolition de ces quartiers historiques qui sont devenus aujourd'hui le cœur touristique de Paris. Alors, vous voyez justement cette image, comment Le Corbusier imaginait, donnait à voir, en quelque sorte, la trame ancienne, genre quartier du Marais, ici, et la nouvelle trame, le nouvel aménagement urbain, avec des immeubles cruciformes et les autoroutes urbaines qu'il proposait. Donc voilà, et pour finir sur ce thème, un croquis de sa part, une visualisation de à quoi ça pouvait ressembler avec notre limite de la cité ici, les immeubles cruciformes, les gratte-ciels cruciformes. Voici l'hôtel de ville de Paris, l'église de Saint-Gervais, le Châtelet, probablement, le Louvre par là, et puis vous voyez la Tour Eiffel et la butte Montmartre avec le Sacré-Cœur. Et voilà le quartier gouvernemental qu'il prévoyait et le quartier des affaires. Voilà une vision tout à fait singulière de ce que pouvait devenir le cœur de Paris. Donc, en 1935 est publiée La Ville radieuse avec ces 2 versions ici, et je finirai aujourd'hui par évoquer donc la charte d'Athènes qui est rédigée donc à la suite du 4e congrès d'architecture moderne. Alors, c'est l'occasion pour moi pour la première fois dans mon cours, je crois, pratiquement, de citer l'origine de ces congrès internationaux d'architecture moderne. Ils ont été organisés pour la première fois en 1928 en Suisse, au château de la Sarraz, ici qui était la propriété d'une riche genevoise, Isabelle de Montreux, qui est ici, au centre de la photographie. Et cette photo a été prise à la fin de ce premier congrès, où elle a mis gracieusement à disposition
de cette avant-garde moderniste européenne, son château, donc quelque part du côté de Genève, un pays vaudois. Et donc, vous remarquez ici, voilà Le Corbusier, ici, hein, comme par hasard, il est au cœur, effectivement, hein, il est un peu la cheville ouvrière, c'est lui qui, en particulier, a suggéré fortement d'organiser les architectes modernes en congrès international, à la suite notamment de l'échec cinglant, qui pour lui a été une blessure profonde, de sa proposition pour construire le siège de la Société des Nations à Genève, précisément, qui s'est décidé à ce moment-là. Son projet a été rejeté, et c'était l'occasion d'une polémique internationale tout à fait vive. Il a été très meurtri, et il a compris, enfin, il a senti qu'il fallait que les architectes qui se voulaient modernes s'organisent pour peser beaucoup plus sur les, comment dire, sur les différents projets qui étaient proposés à ce moment-là et qui puissent faire entendre davantage leur voix et être davantage présents dans les commandes qui étaient passées à ce moment-là. Donc, le but au départ de ces congrès, c'est d'organiser le courant moderne de manière à mieux le faire entendre et en même temps de mener, bien entendu, à l'occasion de ces congrès, une réflexion à la fois sur ce que pouvait être le logement et la ville d'État moderne. Donc, le premier congrès s'est tenu à la Sarraz, en Suisse, et le quatrième congrès, comme je vous le disais précédemment, se tient donc en mer, sur un bateau de croisière, le Patrice II, qui donc navigue entre Marseille, Athènes et retour à Marseille, avec comme thème la cité fonctionnelle. Vous voyez écrit ici. Hein, donc c'est précisément le cœur de la réflexion d'aujourd'hui que je mène, c'est bien de ça dont il est question, et ce sont ces conclusions donc de ce congrès qui seront rédigées par Le Corbusier dans les années suivantes, et en particulier pendant les années 40, et qu'il publie donc en 1943, le groupe Siam France, avec un discours liminaire de Jean Giraudoux, qui donc est publié en 1943 et qui va tout de suite avoir un écho international, puisque très vite, une traduction sera faite en anglais et en différentes langues, mais en particulier en anglais, en particulier grâce à l'action de Josep Louis-Sert, hein, l'architecte catalan, espagnol, catalan, Josep Louis-Sert, dont je vous rappelle qu'il est l'auteur du pavillon espagnol, du pavillon de la République espagnole à l'Expo de 1937, ce fameux pavillon où est exposée la célèbre toile Guernica de Picasso. C'est Josep Louis-Sert qui est l'architecte de ce pavillon et qui va devenir une des grandes figures du mouvement moderne et des congrès, des SIAM. Et c'est lui qui va en particulier populariser Le Corbusier aux États-Unis, où il vit en exil d'abord, puis ensuite il sera engagé par l'université de Harvard, où il enseignera pendant de longues années. Donc voilà, peut-être certains d'entre vous, pour vous situer les choses, sans doute beaucoup d'entre vous connaissent Barcelone. Si vous voyez la fondation Miro sur la colline de Montjuïc, elle est l'œuvre de Sert, qui est revenu au pays après son exil américain et qui a construit cette fondation sur les flancs de la colline de Montjuïc à Barcelone. Voilà donc. Et pour finir également dans ces visions extraordinaires, un peu anticipatrices, dignes de romans d'anticipation précisément, un peu à la Blade Runner ou autre ouvrage ou film de ce style-là. On a chez Le Corbusier également des visions absolument grandioses. Il fait une tournée assez triomphale en Amérique latine, où il est très connu à ce moment-là, et il est accueilli donc notamment au Brésil, et il a l'occasion de combiner finalement deux visions de l'espace de Rio, à la fois au niveau, je dirais, de la baie elle-même, au niveau du bateau, mais aussi, grâce à l'avion, il a une vision aérienne de cette splendide baie, hein, je pense que tout le monde connaît, ponctuée par son célèbre pain de sucre et tous
toutes ces collines absolument extraordinaires, noyées dans la verdure parfois, qui jalonnent donc la baie de Rio. Et donc, il imagine des sortes d'immeubles viaducs, de sorte qui pourraient organiser une nouvelle façon d'organiser, enfin, j'arrive plus à trouver le mot, une nouvelle vision de la vie, tout à fait extraordinaire, avec donc, vous voyez, en particulier ici, bien sûr, il y a toujours les immeubles d'affaires, mais il y a aussi surtout ces immeubles d'habitation qui sont conçus comme des sortes donc d'immeubles viaducs sur lesquels circuleraient des autoroutes urbaines en hauteur, et donc qui concentreraient une partie de la population, toujours sans souci de faire que la ville n'explose pas, qu'elle ne se répande pas n'importe comment, mais d'essayer toujours de garder une forte densité de population, car à ses yeux, c'est là la clé de l'avenir des grandes métropoles. Ce même système, cette vision de tunnels, d'immeubles tunnels, d'immeubles viaducs, pardon, il la met en application à Alger, où pendant plus de 10 ans, il va se battre pour essayer d'imposer un plan qu'il a appelé lui-même le plan Obus, le projet Obus. Le choix des mots là aussi, Obus, hein, c'est pour faire un peu exploser également, hein, l'opinion. Et donc, il essaie de convaincre les édiles algérois. N'oubliez pas qu'à l'époque, l'Algérie, c'est la France, l'Algérie, c'est le département français. Et donc, il essaie de convaincre les autorités d'Alger du bien fondé de son plan d'aménagement, tout à fait spectaculaire, qui consisterait, vous voyez, à construire à la fois une cité des affaires ici, en bordure du port, une cité résidentielle ici sur les collines au-dessus de la splendide baie d'Alger, et puis un immeuble viaduc immense qui permettrait de faire la jonction entre les banlieues, les quartiers les plus excentrés d'Alger, qui sont séparés de 6 à 10 km, vous voyez. Donc voilà un peu la vision grandiose qu'il proposait avec cet immeuble viaduc ici, qui offrirait la possibilité de loger plusieurs centaines de milliers de personnes à cette île, hein, ici, tout au long de ces kilomètres. Voilà, il se propose depuis ni moins que de faire franchir à cet immeuble tunnel, à cet immeuble viaduc, décidément, à la fois la ville, la vieille Casbah, vous voyez, ça c'est la Casbah d'Alger, la vieille ville indigène, les villes des Algériens eux-mêmes et des Arabes, comme on disait à l'époque, et ici, les quartiers européens. Donc voilà, cette proposition avec une passerelle qui permettrait de communiquer directement depuis les immeubles d'affaires, ici, vers les grands quartiers nouveaux résidentiels avec ces formes spectaculaires. Et voilà une vue d'un immeuble viaduc qui propose, vous voyez, avec la reprise du système des alvéoles à 2 niveaux, mais proposé à une échelle absolument grandiose, de kilomètres et des kilomètres d'immeubles qui chacun bénéficierait d'une vue splendide sur la Méditerranée et sur la côte. Voilà, donc, et là je termine vraiment aujourd'hui, en fin de compte, autre vision également grandiose, c'est une organisation territoriale, cette fois à l'échelle du pays, qui serait fondée sur 3 établissements humains fondamentaux. Ces 3 établissements humains étant la ville radioconcentrique des échanges, celle que nous venons de voir, en gros le cœur de la cité, avec ses immeubles d'affaires et les quartiers qui sont immédiatement annexes de ces installations. La cité industrielle linéaire, il s'inspire en particulier du modèle soviétique qu'il a pu observer en construction lorsqu'il a fait divers voyages en Union soviétique à la fin des années 20 et au début des années 30. Et puis le système d'exploitation agricole, les unités d'exploitation agricole, on pourrait dire la ferme radieuse, la ferme radieuse et le village radieux que Le Corbusier imagine. Ça, on est vraiment
dans des visions, vous voyez, complètement à une échelle qui est quand même celle de l'échelle du territoire national, qui n'est plus, on est bien loin de la villa, de la maison domino dont je vous ai parlé la semaine dernière. Bon, progressivement, comment dire, le champ d'action possible que propose Le Corbusier s'élargit de plus en plus jusqu'à une vision de plus en plus territorialisée de l'aménagement. Donc, effectivement, on en arrive à une notion d'aménagement du territoire, ce que je disais aussi à un moment donné. Voilà, deux pages que j'ai photographiées de la manière de penser l'urbanisme où il précise un petit peu sa manière de concevoir l'organisation générale du territoire sous forme de grands triangles. Là encore, la géométrie préside à sa pensée, avec la cité radioconcentrique, la ville concentrée, avec administration publique, bureaux, art, pensée, artisanat de ville, etc. Ici, la cité industrielle linéaire et le système des exploitations agricoles avec leurs industries de complément. Donc, toute une vision de l'organisation du territoire possible qu'il propose donc dans ces écrits des années 40 et 50. Et là, il précise un petit peu à quoi pourrait ressembler l'organisation de la cité industrielle, dont je répète qu'elle était largement inspirée de certaines tentatives, de certaines expériences qui ont été menées en URSS au cours des années 20 et jusqu'au début des années 30, lorsque l'Union soviétique aménage à tour de bras tout un tas de villes nouvelles, notamment industrielles, et essaie de trouver des modèles d'aménagement adéquats. Voilà donc à quoi conduit la pensée de Le Corbusier dans ces années-là. Voilà, donc je termine aujourd'hui avec cette vision assez grandiose finalement de la conception de l'organisation des villes et de l'espace en général par Le Corbusier, qui évidemment à l'époque, positionne comme vraiment un des grands penseurs de l'urbanisme de tous les temps, bon, évidemment. Et une pensée qui n'a cessé d'irriguer celle de ses confrères, en suscitant à la fois des éloges, mais aussi beaucoup de critiques. Et ce que nous verrons en particulier la prochaine fois, notamment, puisqu'il y aura encore un épisode de Le Corbusier que je prévois donc la semaine prochaine, donc où, comme vous le voyez, je ferai un premier bilan, c'est-à-dire j'essaierai de vous montrer quelle est la position de Le Corbusier à la fin des années 30 et au cours des années 40, quelle est sa position en tant qu'architecte, quel est son statut au niveau international, au niveau national et au niveau international. Et puis, nous aborderons un sujet qui a été longtemps délicat, mais qui est de plus en plus évident et incontournable, les zones d'ombre de Le Corbusier, c'est-à-dire en particulier son attrait assez évident pour le fascisme, n'hésitons pas à employer le mot qu'il faut employer, et qui va être l'objet de fortes polémiques ces dernières années précisément, notamment depuis 2015 et une exposition qui a eu lieu à Beaubourg précisément à ce moment-là. Donc voilà ce qui vous attend pour conclure provisoirement sur Le Corbusier la semaine prochaine. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour le 5e et dernier épisode de cette série sur Le Corbusier. Au revoir à tous et à bientôt.